Festival des images homo, c'est donc un festival de cinéma LGBTQI qui a lieu sur Toulouse depuis 2007. Et donc on travaille ensemble déjà depuis longtemps, je sais pas... Depuis le début, hein, Dès le il me semble. Ouais. Voilà. Avant c'était Marie-Jo qui est partie à la retraite parce qu'elle a travaillé quand même pour le festival durant 7 ans et là elle a pris sa retraite méritée, donc c'est moi qui ai repris la relève. Et on avait envie d'avoir un invité, comme on avait fait l'an dernier. L'an dernier c'était Didier Roth-Bettoni. Oui. Et donc on a discuté ensemble et on s'est dit pourquoi pas, comme on est à la Cinémathèque, mettre en valeur un peu l'histoire du cinéma, des gens qui ont des connaissances cinématographiques. Et on a pensé à Franck. Voilà. et comme le principe à la Cinémathèque, c'est que c'est pas forcément nous, festival, qui choisissons, mais qu'on donne la liberté d'expression soit à la Cinémathèque, soit à l'invité. Ben voilà, c'est devenu donc sa carte blanche. Donc c'est Franck qui a choisi les films ce soir. Dans les films qu'il a choisis, il y en a un qu'on a passé l'an dernier justement, à Diam, donc c'est un très bon choix puisqu'on l'avait déjà sélectionné. Et l'autre qui est passé à Ciné Latino sur Toulouse, oui. Donc c'est aussi un très très bon choix. Donc on valide, merci. Et qu'est-ce qu'on peut dire, le festival se termine le 9 février, dimanche, là pour Toulouse, avec une clôture et une remise des prix au Kalinka à 18h30. Et vous avez encore donc tous les soirs des films qui seront à l'ABC, à l'American Cosmographe, au Gaumont-Wilson, à l'Institut Cervantes demain, pour le film péruvien Mon Père. Faites attention, il y a une petite horreur de logo sur le programme, hein, page 28. Donc c'est bien l'Institut Cervantes et pas à l'Espace des Diversités. Et j'oublie un nouveau site qui est la médiathèque Marengo. Où il y aura une projection d'un documentaire qui s'est intitulé 9 trans, avec le réalisateur qui sera présent et un des protagonistes qui témoigne. Et en plus, on l'a mis en VSM, donc il sera accessible au public sourd et malentendant. Et en principe, on espère, hein, c'est en bonne voie, qu'on ait un interprète à LSF pour qu'il y ait une communication aussi entre le public sourd et malentendant et l'invité. Voilà, donc cette année, on avait fait l'effort d'axer le festival sur tous les publics, scolaires, étudiants, adultes, spectateurs sourds et malentendants et spectateurs lambda. Et on avait voulu aussi des temps de rencontre, comme là maintenant, c'en est un. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des invités, mais si on ne leur laisse pas un temps de parole avec le public, ça ne sert pas grand-chose finalement. Et donc là, on a consacré une petite heure entre Franck et vous. Voilà. Est-ce que j'ai été trop longue? Non, très bien. Parfait. Très bien. Bon, du coup, est-ce que tu veux dire peut-être un mot pour présenter Franck? Parce que quand même, on dit Franck, mais on... mais Franck est connu. Alors Franck... je peux me présenter. Alors, bon, je vais faire 2 mots et après tu compléteras parce que je ne sais pas tout. Pourquoi est-ce que j'avais pensé à Franck au départ? Parce que c'est le fondateur de la Queer Palme de Cannes et que du coup ça nous touche, ça, de savoir, d'avoir son regard sur les films quand même qui priment. Et que c'est aussi un journaliste dans la revue Comitid, c'est bien ça, et que je suis, moi, sur Facebook, en petite geek. Et donc voilà, donc j'ai croisé ces 2 infos, et puis après tu vas compléter parce qu'il y a d'autres infos que je ne savais pas et que j'ai apprises depuis par ton biais. Mais voilà, c'était ça au départ ce qui m'a attiré, c'était fondateur de la Queer Palme, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à apprendre à son contact. Et journaliste, forcément, qui doit avoir aussi plein de choses à dire et à partager avec nous. Voilà. Là, je viens de dire. Ouais. On n'a peut-être pas besoin de micro aussi. Si, parce que des fois on n'entend pas bien quand on est au fond, et surtout qu'on enregistre, et donc c'est mieux si on parle dans le micro. Okay. Je te laisse la place cette fois, je me sauve. Je vous fais de la dame. Franck, du coup, tu veux ajouter quelque chose au portrait? Oui, parce que je collabore effectivement à Comitid, donc un site LGBT. Je travaille sur le cinéma, puis sur d'autres sujets, parce que je fais aussi de la culture au sens large. Et puis je dirige aussi un site qui s'appelle French Mania, qui est spécialisé cinéma français francophone, et qui va devenir une revue en librairie à partir du mois de mai. Ça sera une revue vraiment dédiée au cinéma français, 180 pages, tous les 6 mois en librairie. Voilà. Il fallait que j'annonce un peu. Ah bah oui, c'est important. Et donc vous pouvez suivre la page Facebook French Mania, comme ça vous en saurez plus. Est-ce que pour commencer, alors déjà, comme d'habitude, je vous invite bien sûr à prendre la parole, à intervenir, poser des questions, réagir quand vous le souhaitez. Pas tous ensemble pour éviter le brouhaha, mais voilà, vraiment c'est un échange, quoi. L'idée c'est que
C'est qu'on échange, tout simplement. Pour commencer, peut-être, Franck, est-ce qu'on peut parler de la Queer Palm, puisque, savoir qu'est-ce que c'est, comment l'idée est arrivée, et à quoi ça sert, comment ça fonctionne. C'était en 2010, donc ça fait déjà 10 ans. Je te laisse la parole peut-être pour nous donner comme ça un peu de la genèse, et on reviendra peut-être plus tard aussi à ce que c'est aujourd'hui, où est le queer. Donc oui, j'ai créé la Queer Palm en mai 2010, partant de l'idée que, je sais pas si vous êtes au courant, mais à Berlin, donc il y a un prix qui s'appelle le Teddy Award, qui est Teddy Award, T-E-2-D-Y, qui est un prix qui récompense un film pour son traitement des sujets LGBT, toutes sélections confondues à Berlin. Et ce prix existe depuis 1987. Donc je me disais, chaque année j'allais à Cannes pour mon métier, et je me disais que c'était quand même dommage que dans le plus grand festival de cinéma du monde, il n'y ait pas l'équivalent, un prix qui mettrait en valeur un film sur ces thématiques-là. Et donc quand je l'ai créé en 2010, on a eu 5 ou 6 films en fait, sur lesquels on a pu débattre. Et là, on va fêter les 10 ans cette année. Et les 2 dernières années, on avait 20 films en fait sur les. En gros, à Cannes, il y a entre 110 et 130 films par an. C'est les films qui sont présents dans la sélection. C'est que des films qui sont sélectionnés à Cannes, que ce soit à l'officiel, à Un certain regard, à la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique, la CID. Voilà, donc on fait notre marché en fait parmi toutes les sélections. C'est des conversations qu'on a avec les différents programmateurs qui nous permettent de pointer les films parce qu'on ne peut pas tous les voir avant. Donc voilà, et on voit que ça a un effet d'entraînement en fait, puisque il y a de plus en plus de films intéressants sur ces sujets-là, mais il y a aussi un œil qui s'est aiguisé de la part des programmateurs qui me le disent au cours de l'année, qui me disent j'ai vu ça pour la quinzaine, j'ai vu ça pour la semaine, ça serait une super Queer Palm. Donc le fait qu'il y ait un prix, en fait, ça motive et ça donne envie de sélectionner des films. Et puis le but d'un prix comme celui-là, c'est aussi de mettre en valeur tous les films, parce que Xavier Dolan ou Todd Haynes n'ont pas besoin de la Queer Palm pour être connus et pour faire parler d'eux, mais ça permet quand même chaque année de publier une liste de tous les films concernant ces sujets-là, qui est bien utile, notamment pour les programmateurs de festivals LGBT, et pour la presse aussi, pour la presse qui s'intéresse à ces sujets-là. Donc c'est vrai que le prix a été, dès la première année, beaucoup suivi par la presse, on a entre 1000 et 1500 retombées presse chaque année. C'est devenu l'événement LGBT français le plus médiatisé du monde. Donc ça a pris sa place en 10 ans. Là, on va fêter les 10 ans. Mais ça reste un prix qui n'est toujours pas officiel, puisque le Festival de Cannes ne reconnaît pas le prix. Donc on reste toujours un peu en marge. C'est ça que je voulais demander aussi avec Thierry Frémaux. Il y avait eu des... C'est filmé, alors je ne vais rien pouvoir dire. Non, donc voilà, c'est pas... Voilà, non, c'est mais pas officiel. oui. C'est le seul prix qui se rattache à un festival et qui n'est pas le seul prix de ce genre, un prix LGBT dans un grand festival, qui se rattache à un festival mais qui n'est pas reconnu par le festival. C'est très français, pour ne pas en dire plus. Ouais. Est-ce que peut-être on peut essayer de définir justement ce que serait un film queer, parce que Queer Palm, d'accord, mais du coup voilà, c'est qu'est-ce que le cinéma queer? Est-ce que le cinéma queer est forcément un film LGBT, ou parce que peut-être pas. Voilà, est-ce que vous pouvez c'est tout le travail qu'on fait avec le jury chaque année. Donc, je veux juste préciser qu'effectivement chaque année on met en place un jury dédié à la Queer Palm à Cannes, qui a été présidé des années précédentes. J'ai eu Bruce Labrousse, il y a eu João Pedro Rodriguez, il y a eu Julie Gaillet, cette année c'était Virginie Ledoyen, notre présidente du jury. Enfin voilà, des profils assez variés et des jurys qui regroupent en général des gens du monde entier, et qui est toujours un jury paritaire, sauf en 2015 où on avait un jury 100% féminin. Et c'est un jury de professionnels de la profession. Que des professionnels du cinéma, oui. Alors j'essaie de varier, d'avoir des métiers différents représentés, et puis des pays différents aussi. Donc c'est 5 personnes chaque année qui vivent le Festival de Cannes en petit comité, petite famille.
Et justement, c'est une des questions qui m'est souvent posée par les membres du jury au début du festival, c'est en gros, c'est quoi un film queer et c'est quoi qu'est-ce qu'on va chercher à récompenser. Alors, moi, j'ai pas une définition du film queer. Moi, je sais simplement que je voulais pas que ce prix soit un prix LGBT purement et simplement. Je pense que queer, c'est beaucoup plus large que ça. Je pense que tout le monde sait que queer, c'était une insulte en anglais à l'époque pour s'adresser aux gays, qui a été réappropriée par la communauté, qui en a fait un adjectif qui les définit. Et queer, quand on lit les bouquins qui ont été écrits sur la théorie du queer, c'est de plus en plus en fait tout ce qui va s'opposer au patriarcat. Donc on est vraiment dans quelque chose dans des cinémas qui, bien sûr, en parlant des minorités sexuelles, vont contre l'ordre établi et contre le patriarcat, mais ça ne se limite pas à des sujets ou à des films ou à des personnages LGBT. Moi je pense qu'un film fondamentalement féministe, c'est aussi un film queer. Voilà. Et puis il y a aussi une façon de faire du cinéma qui peut être queer. On peut parler d'un sujet qui ne soit pas LGBT, mais il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui vont avoir un regard, un angle, un gaze, comme on dit maintenant, mais qui vont avoir un regard fondamentalement queer sur des sujets qui ne sont peut-être pas vraiment. Donc en gros, moi ce que j'explique à mes jurys, c'est que on choisit les films en fonction de leur thématique, en fonction de leurs personnages, en fonction de la façon dont on sent qu'il va y avoir une représentation qu'on qualifie donc de queer, comme je vous l'ai dit auparavant. Mais en revanche, donc justement c'est très large hein, pour répondre à ta question, très très large. Mais en revanche, le prix récompense un film pour ses qualités de film, de cinéma. C'est un prix de cinéma. Donc le côté queer LGBT, c'est à la sélection que ça se joue. Après, quand les jurés débattent pour récompenser le film, ils se basent vraiment sur des critères cinéphiles, on va dire. Est-ce que du coup, c'est intéressant, tu parlais d'une esthétique queer ou d'un regard, c'est-à-dire qu'on c'est pas forcément un film qui va traiter de l'homosexualité ou de sujets gays ou lesbiens ou LGBTQI, mais qui est presque une esthétique. Alors ça m'intéresse parce qu'on a fait il y a c'était quand Jean-Paul, c'est il y a 2 ans, 3 ans peut-être, on a fait une programmation sur le cinéma militant, gay et lesbien, années 70-80. Et donc en partant de Scorpio Rising, Flaming Creatures, et en fait ce qui ressortait véritablement, c'est qu'il y avait une écriture. Donc on est dans le cinéma expérimental, mais même dans le cinéma militant, il y a vraiment, on voit, c'est un cinéma qui milite, qui revendique son homosexualité, et en même temps qui invente des formes. Alors est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, justement, ces formes qui étaient plutôt marginales, parce qu'on était dans le cinéma underground, cinéma expérimental, cinéma militant, aujourd'hui est vraiment monté à la surface, et ça veut dire que influence le cinéma dans toute sa globalité, parce qu'il a inventé justement de nouvelles formes. Ouais, ce dont tu parles, les films vraiment, les Scorpio Rising ou ces films-là, effectivement, c'est toute une esthétique entre le camp et le queer qui a été créé à ces époques-là. Il y a toute une partie de cinéma militant aussi, on est vraiment sur du film caméra au point, des choses comme ça. Tous ces films qui sont clairement politiques par leur esthétique ont amené à des cinéastes, peut-être, alors pas des cinéastes grand public, hein, je pense que ça n'a pas infusé non plus dans un grand cinéma mainstream, mais quand on suit des cinéastes français qui ne sont pas fondamentalement queer, comme Léos Carax ou comme Claire Denis, c'est des gens qui ont une esthétique très très forte et qui ont un regard complètement décalé sur le monde. Pour moi, Holy Motors de Léos Carax, c'est un film fondamentalement queer et fondamentalement politique. Donc oui, je pense que ces films-là, ce cinéma-là, c'est plusieurs écoles de cinéma qui ont été créées dans les années 70, ont très clairement façonné des esthétiques dans les années 90 en France, notamment, dans les années 2000 aussi. Mais on parle évidemment pas, on reste dans un cinéma auteur, effectivement, on n'est pas dans un cinéma très grand public.
Oui, non, oui, ça, oui, forcément. Enfin, oui, parce que les cinémas, oui, si enfin, je veux dire, là, ça va être les, je sais pas, ça va être les Marvel ou les Star Wars. On n'est Oui, pas. alors l'esthétique queer n'a pas fondamentalement, quoique, il peut y avoir une vision assez queer des films de super-héros, mais Ouais, c'est aussi. Ouais. on peut se l'autoriser. Est-ce que, il y a peut-être des réactions ou des questions par rapport à, justement par rapport à cette notion, ces notions qu'on. Non, tout est clair pour vous, tout va très bien. Bon, parfait. L'autre question, qui en découle, c'est la question, c'est la question de la représentation de l'homosexualité. Comme tu disais, donc dans l'idée de la Queer Palm, dans l'idée d'un cinéma donc queer, ce ne sont pas forcément des films qui vont traiter de l'homosexualité ou de sujets liés à l'homosexualité. Mais ce qui n'empêche pas, et il me semble que depuis une quinzaine d'années, c'est pas tant la question de la représentation que la question de la présence de l'homosexualité au cinéma, et qui est, je veux dire, tout à fait naturelle. On est passé d'un cinéma d'affirmation où il fallait absolument que le personnage central, en fait, on était souvent sur ce qu'on appelait les coming of age, quoi, les histoires souvent d'ados ou de jeunes adultes qui découvrent sa sexualité, qui se révèlent à lui-même, etc. Qui était vraiment le modèle. Qui est confronté à l'homophobie. Exactement, donc qui est vraiment le modèle de film LGBT, peut-être jusque dans les années 80, même 90. Et puis on est passé ces dernières années à effectivement moi, ce que j'appelle la phase de normalisation, c'est-à-dire qu'on va avoir des films où ça va être un film policier et le flic est gay, ou le coupable est gay. Enfin, ça va être une histoire d'amour, un mélo, mais c'est deux filles. Enfin, voilà. Je pense c'est cette phase de normalisation qui fait que maintenant, plus encore que de créer un style particulier de films gays ou de films lesbiens, c'est des personnages gays, lesbiens, bi, trans, fluides, qui vont infuser dans des styles, dans des genres qu'on connaissait déjà, ou des genres plus nouveaux. Mais voilà, on est vraiment dans une phase nouvelle. Mais après, ça, c'est vraiment vu d'ici, quoi. C'est vraiment, on parle de cinéma européen, on parle de cinéma américain. On est encore dans certains pays, quand on regarde le cinéma asiatique ou le cinéma africain, il y a eu Rafiki il n'y a pas très longtemps, on est encore sur des coming of age, sur des histoires plus classiques, parce que ces films-là n'ont pas été faits, parce qu'ils manquent sur ces territoires-là. Comme il y avait un film je sais plus le titre français. Et puis nous danserons, je crois, le film géorgien avec un danseur, c'est ça, hein, qui était à la quinzaine des réalisateurs cette année à Cannes, qui est sorti, je crois. Et puis nous dansons, ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est typiquement le film. Quand on est spectateur, qu'on est en France, qu'on a la chance de voir beaucoup de films, c'est le genre d'histoire qu'on a déjà vu, mais le film géorgien sur ce sujet-là n'était pas encore sorti, il était à faire, donc c'est important. Non mais c'est vrai, c'est pas. Pour le coup, c'est pas, pour un cinéphile, c'est pas révolutionnaire comme film, mais pour quelqu'un qui vit en Géorgie. Oui, c'est ce qui est très intéressant, c'est sûr, c'est ce que vous dites, mais c'est le fait qu'il se passe en Géorgie. Exactement, parce qu'il y a les particularités du pays, on utilise cette danse traditionnelle qui est aussi symbolique d'une espèce de formation à la masculinité et qui prend en compte toutes ces injonctions un peu genrées. Donc le film est intéressant, mais je pense qu'il est plus intéressant encore pour les Géorgiens que pour nous. Voilà. C'est le film qui n'avait pas été fait sur ce sujet. Donc c'est vrai que sur ces territoires-là, comme même Rafiki, ça ressemblait quand même à plein de films un peu Sundance des années 90. Voilà, c'est un film qui est pas très nouveau pour nous. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe, alors je ne sais plus dans quel pays. Au Kenya, voilà. Et qu'il y a un contexte particulier, etc. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est pas des films qui renouvellent le genre, c'est des films qui remplissent des manques par rapport à la vision de certains pays et par rapport à leur population LGBT qui ont aussi envie de se retrouver dans un contexte qu'ils connaissent. Est-ce que vous pensez que le fait que justement ces films ont un réel apport dans leur pays, ou par le fait qu'ils soient vus dans des pays tels que la France par exemple, est-ce que vous pensez que ça a une portée plus importante que s'il était resté dans son contexte? Ouais, parce que en fait, c'est des films qui souvent ne sortent pas dans leur pays, dans leur propre pays. Enfin, je sais que le film au Kenya, il a été interdit au bout de 2 jours.
que le film géorgien, dès qu'il y avait une avant-première en Géorgie, il y avait des manifestants anti-gays qui bloquaient les entrées ou qui prenaient des photos des gens qui allaient voir le film pour les afficher, pour essayer de communiquer sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est des films qui sont difficilement vus dans leur propre pays, mais le fait qu'ils soient à Cannes, dans des grands festivals, qu'ils soient vus dans des pays alentours, ça met une pression de l'extérieur, aussi bien sur les politiques que sur la société elle-même. C'est quand même assez désagréable d'être regardé par toute l'Europe en disant oh là là, c'est vraiment un pays d'homophobes, on peut même pas aller voir un film. Surtout quand on explique le contexte dans lequel ça se passe. Exactement. Et le fait que justement dans ce pays, il a été interdit. Ouais, complètement. Donc voilà, c'est aussi enfin, moi je pense que le cinéma est toujours fondamentalement politique, mais ce genre de film, c'est aussi, ça fait partie du combat, quoi. Ces films aident des pays à se faire entendre, enfin les militants de certains pays à se faire entendre. Ce sont aussi des armes pour essayer de lutter, parce qu'on le sait, hein, il y a encore plein de pays qui disent que l'homosexualité n'existe pas chez eux, et où c'est puni de prison, peine de mort, au choix. Ouais. Donc il reste encore beaucoup de territoires à conquérir et beaucoup de films à faire pour raconter tout ça. Il y avait quelqu'un qui... Ouais. La culture fait beaucoup justement dans ce cadre-là, et quand on verra un défilé brésilien à Téhéran, on sera content. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Enfin, je pense à d'autres pays comme la Tchétchénie ou encore certains pays d'Afrique. Cette normalisation, on la sent ici, sur cette zone-là, ce territoire. Des films comme Priscilla, La folle du dessert, qui avait été premier à Cannes, je pense, a beaucoup fait justement pour montrer du fin fond de l'Australie la résistance australienne, mais en même temps cette pénétration des nouvelles idées grâce à quelque chose de flamboyant. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un recul par rapport aux pays de l'Est, par exemple la pénétration en Russie, et puis plus loin, et est-ce que vous avez, dans la veine de Priscilla, par rapport à la normalisation, je pense à La Cage aux folles aussi, qui avait fait beaucoup justement pour populariser, bien que ce soit assez... Qui avait été très décrié à l'époque. Hein. Mais oui, mais ça l'a popularisé, c'est en même temps ça l'a stigmatisé. Mais c'était une phase à passer. Est-ce que vous sentez qu'il y a d'autres films dans cette veine-là qui vont pouvoir nous, ici, nous émerveiller, et les festivals, est-ce qu'il y a une volonté aussi militante d'aller, c'est difficile la barrière de la langue, d'aller vers des pays arabes, africains, vers ces blocs de l'Est, qui sont, je ne sais pas, la Mongolie ou la Mandchourie, en fait, des pays énormes. Ouais, mais où il n'y a pas de cinéma en fait. Hein. Mais, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne produisent pas d'œuvres, hein. C'est le cas des deux que vous venez de citer, enfin, ou une par an. Donc il y a quand même des pays où il n'y a pas d'industrie du cinéma, vraiment. Hein. Et les pays de l'Est sont assez pauvres. Alors il y a eu beaucoup de films, il y a eu l'école de Prague, donc il y a eu beaucoup de films tchèques pendant un moment vraiment qui était dans les années 70-80, il y avait une émergence d'un cinéma tchèque. Le cinéma russe est important, mais il ne touche pas beaucoup à ces sujets-là, parce qu'il y a une loi là-bas qui dit que la promotion de l'homosexualité est interdite. Donc c'est quand même très compliqué d'aller faire financer un scénario par le CNC russe s'il y a des personnages LGBT. Donc ça met quand même un petit frein à tous ceux qui aimeraient en parler. Oui, il y a des tentatives, mais on est vraiment au coup par coup sur les pays de l'Est, sur les pays africains, sur le Moyen-Orient. Il y a vraiment une richesse en ce moment de cinéma, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Il y a vraiment une génération de jeunes réalisateurs qui est en train de débarquer avec vraiment des vrais sujets contemporains, des vrais sujets politiques. Je pense à un film qui est sorti aujourd'hui, qui s'appelle Adam, de Mariam Touzani, qui est vraiment un très joli film qui raconte en fait comment deux femmes vont se soutenir, l'une fille-mère enceinte toute seule, et puis l'autre qui élève sa fille aussi toute seule. Enfin, c'est des films qui ont fondamentalement quelque chose de politique. Là, on parle de l'entraide, de la fameuse sororité, le mot qui est revenu à la mode dernièrement. Voilà, donc, mais sur le sujet de l'homosexualité, sur des choses un peu plus tendues, ça reste compliqué dans ces pays-là. Hein. Au Maroc, c'est encore illégal d'être homosexuel. Donc, on est quand même sur des problèmes fondamentaux de droit qui ne permettent même pas à des films de se faire ou d'émerger.
si on veut traiter de ces sujets-là, en général, ça va être des réalisateurs qui sont installés en France ou en Allemagne ou dans des pays européens qui vont pouvoir en parler. Mais ça reste encore assez compliqué. Même Ouais. sur d'autres thèmes, il n'y a qu'à voir je fais simplement un aparté, au Maroc, le film qui a été fait Mechlom, sur la prostitution, Exactement. où l'actrice et les acteurs ont été menacés de mort. Ouais. Donc si c'était un film ouvertement sur l'homosexualité, je pense que le problème se poserait. C'est très compliqué, ouais. Ouais. Et en général, c'est fait de France. Oui. Il y avait le film d'Abdel Attaya qui s'était fait. Un petit vent de liberté, peut-être du côté de l'Afrique du Sud, de la Namibie, je crois. Ça dessert un peu l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est effectivement le pays le plus riche culturellement et en termes de moyens de cinéma en Afrique. Donc il y a eu des films sud-africains qui parlaient de ces sujets-là, notamment celui qui a eu la Queer Palm en 2011, qui s'appelait Beauty, qui était un film sud-africain, qui était un film très, très, très spécial. Hein Vous avez détesté, c'est ça? Non, je dis que c'était un film très dur à voir. Ouais, c'était très très dur. Ouais. C'était assez éprouvant même. C'était en fait, un homosexuel d'une 50aine d'années qui n'assumait pas du tout, qui se retrouvait dans des espèces de partous un peu bizarres, entre blancs hein, toujours, et puis qui au final tuait l'objet de son désir, qui était le neveu d'un de ses amis. Voilà. C'était un film très très éprouvant, très très dur, qui n'a pas eu un grand succès, ni en France ni ailleurs d'ailleurs. Mais bon, voilà, il y a quand même il y a des pays comme ça où il peut y avoir des films. Vous parliez de Priscilla, folle ou reine du désert, je sais plus. Folle du désert. C'est vraiment, on est dans une veine de films, je dirais de films très grand public, superbement bien faits, bien écrits, et qui marchent vraiment. C'était le cas de La Cage aux folles, ça a été le cas de l'adaptation américaine The Birdcage, notamment surtout à Broadway sur scène, qui est quand même devenue une comédie musicale extrêmement célèbre. Moi, je pensais à Pride, par exemple, qui est le film anglais qui avait eu la Queer Palm en 2013, je crois, ou 2014, qui était je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui racontait en fait comment une association LGBT s'était mise à soutenir les mineurs anglais pendant la grosse grève contre Thatcher. Il y a un film, est-ce que vous pouvez me le rappeler? Peut-être quelqu'un l'a vu dans la salle, alors je me rappelle plus pour ça. C'est un film, on parlait des pays de l'Est, c'est un film qui est sorti il y a 2 ou 3 ans sur une gay pride. Alors je ne sais pas si c'est en République tchèque ou en Yougoslavie. C'était en Bosnie, à Sarajevo. Ouais. C'était à Sarajevo. Oui, à Sarajevo, voilà. Oui, Je c'était me très intéressant Je me souviens d'ailleurs. plus du titre. Je crois que c'est Pride aussi. C'est La Pride ou un truc. Oui, c'est ouais, ça, c'est voilà. La Pride, je crois. Ouais, effectivement. Comédie dramatique. Effectivement, dans cette veine-là, effectivement, de ce que j'appelle les feel-good movies LGBT, il y en a assez peu. Alors la France essaie de s'y mettre. Il y a eu Les Crevettes Pailletées qui jouent un peu dans ce genre de film un peu grand public, qui essaie de prendre un peu tout le monde par la main. Moi, je trouve ça un peu démonstratif, mais bon, ça permet de démocratiser un peu cette idée de dire que oui, nous sommes là, nous sommes dans vos vies et nous vivons autour de vous. Mais quand il y a des films grand public, je pense qu'il y a une polémique qui se crée. Souvent, il y a des réalisateurs de films qui sont contre, des fois, ces films grand public. Moi, j'aime beaucoup Ducastel et Martineau. Mais quand on leur a demandé leur avis sur Brokeback Mountain, qui est un film quand même, qui est un film grand public, mais qui est beau, honnêtement, c'est quand même un film qui... Eh bien, ils avaient un avis très négatif, c'est leur avis à eux, sur ce genre de film. Or, c'est vrai que des fois, si on veut... il y a des films qu'il faut montrer quand on dit grand public, c'est pas péjoratif, ils vont jouer sur l'émotion, ils vont jouer sur quelque chose qui va amener un public qui ne connaît pas les homosexuels ou qui ne connaît pas l'homosexualité à avoir un autre regard. Si on fait des films uniquement, je dirais LGBT, mais pour un public gagné à l'homosexualité, c'est pas parce qu'on va montrer en priorité à quelqu'un qui n'a aucune idée. Voilà, c'est vrai que souvent il y a une polémique. Oui, après il y a une question de goût. Je comprends qu'Olivier et Jacques aiment pas ce film. Moi j'aime beaucoup Brokeback Mountain, mais c'est vraiment une question de goût. Et effectivement, moi je pense qu'on fait jamais un film pour quelqu'un en fait. Je pense qu'on fait un film toujours pour tout le monde. Il n'y a aucun réalisateur qui va vous dire j'ai fait ce film pour la communauté LGBT, j'ai fait ce film pour ceci, pour cela. Quand on est réalisateur et qu'on fait un film, on a vraiment envie qu'il plaise à tout le monde et que tout le monde le voit. Le cas de Brokeback Mountain, il est vraiment intéressant parce que
il est très très évident que c'est un film qui a fait beaucoup, notamment pour que le mariage soit voté aux États-Unis, le mariage pour tous soit voté aux États-Unis. C'est incroyable, mais le fait que les deux acteurs soient connus, ça a amené énormément d'un public, effectivement, un grand public à aller voir le film, à être ému par le film, souvent malgré eux. Donc c'est toute la force d'un film comme celui-là. Et du coup, à accepter beaucoup plus facilement le fait que, bah oui, deux mecs peuvent se marier ou deux filles peuvent se marier. Voilà. Donc ça a beaucoup joué dans la psyché des gens et ça les a fait avancer. Un film comme celui-là, avec le succès qu'il a eu, a fait beaucoup avancer la cause. Donc c'est extrêmement important. D'autant que le fait que les acteurs soient connus et appréciés, ça aide à l'empathie. Donc ça permettait effectivement aux gens qui n'étaient pas forcément d'accord de se projeter dans le sujet. Ouais. Ça les a un peu forcés à voir deux mecs ensemble. Et à un moment, ça fait quand même avancer les choses. Ouais. Alors après, c'est les moyens, parce qu'effectivement, on critique éventuellement des films grand public parce que ça peut être, on peut dire que c'est des macos, on veut tous les ingrédients pour que ça fonctionne. Mais d'un autre côté, vous parlez du film Beauty, ou d'autres films qui restent du coup plus intimistes, qui sont plus proches et qui plairont à d'autres qui les critiquent, mais du coup ça touche un public très fin, enfin très réduit, je veux dire. Donc à un moment donné, c'est de trouver la bonne mesure entre, si on veut faire passer des messages, parce que vous dites est important sur Brokeback Mountain, c'est ça qu'en fait, c'est trouver la bonne mesure entre le film qui décrit une réalité, mais qui attire le plus grand nombre pour justement faire évoluer les mentalités, quoi, et celui qui va être un peu trop sous les feux de projecteur, un peu trop consensuel. Ouais, mais si le film consensuel, enfin si le film marche, c'est parce qu'il est consensuel. Donc oui. Si le film n'est pas consensuel, on sait très bien qu'on réduit le public. Là, s'il y a une logique de production, en fait. Ouais, complètement. Mais bon, c'est bien qu'il y ait les deux. Et j'ai envie de vous dire maintenant, ce qui est le plus important, c'est comment on les voit. Parce qu'avec l'arrivée de Netflix et de tous ceux qui vont suivre, c'est une chance extraordinaire pour tous ces petits films qui sortent peu en salle. Aux États-Unis, ce genre de film ne sort pas en salle. C'est une chance extraordinaire en fait d'aller toucher vraiment des publics dispersés dans des endroits où il n'y a pas de salle de cinéma notamment, et qui vont avoir accès à ces films-là auxquels ils n'avaient pas accès avant, ou qu'ils n'auraient même pas osé aller voir dans la salle de cinéma de leur quartier parce que tout le monde les connaît. Parce qu'il y a encore cette pression-là qui existe. Il y a encore des gens qui n'osent pas aller voir un film LGBT parce qu'ils ont peur d'être reconnus par leurs voisins ou leur boulangère. Donc l'arrivée d'Internet, d'une part, qui a quand même rendu une accessibilité plus facile à ces petits films qui sortent moins en salle, qui sont moins visibles, moins exposés, et maintenant avec Netflix et consorts et tous ceux qui vont suivre, je pense que c'est une chance assez exceptionnelle pour tous ces petits films un peu moins consensuels d'être vus, en tout cas par les gens qui se sentent concernés et qui ont envie de les voir. Donc je pense que ça peut aussi amener d'autres voix, ça peut renouveler un peu la production et faire qu'il y aura plus de films, ce qu'on appelle les films du milieu, quoi. Pas le petit film intimiste et pas la grosse machine grand public, mais le film du milieu, quoi. Le film qui peut être accessible et qui va pas être sur 500 écrans parce que c'est pas un gros distributeur, un gros producteur. Donc voilà, il y a vraiment une chance extraordinaire avec l'ouverture de ces portails, de ces réseaux accessibles assez facilement. Et je pense qu'il faut s'en saisir, il faut que les réalisateurs s'en saisissent. Justement, quand on est dans un cinéma qui n'est pas alors un cinéma LGBT, qui est Anne-Catherine, je ne vais pas parler du festival, je vais pas donner le nom de mon festival. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des festivals qui diffusent des films, avec quelques films, qui sont de la thématique LGBT. Et on s'aperçoit, bon, dans le festival où je fais partie, il y a eu 2-3 fois où le prix du public est revenu, parmi une vingtaine de films, à des films dont la thématique était la thématique LGBT. Donc ça veut dire qu'il y a un public qui, quand on leur présente des bons films, sont ouverts et ce ne sont pas un public qui viennent pour voir un film pas spécialement LGBT. Non, mais ça se voit effectivement assez souvent. Mais on s'adresse les gens qui vont en festival, on s'adresse quand même aussi à une niche de cinéphiles. Oui, encore, parce que genre cinéma espagnol, je vais le dire. Mais il y a un public qui est un public qui n'est pas forcément un public
public, bon, bien sûr LGBT, et qui a apprécié. Moi, je parle pour 80 jours, un film espagnol qui est très bien. ou Anders, par exemple, qui sont des films qui ont eu le prix du public ou le prix du jury, mais le prix du public, et qui naturellement sont vus par des gens dans la salle. Pas forcément... Mais on sait très clairement que le public d'un festival de cinéma, quelque festival que ce soit, c'est un public cinéphile, c'est un public ouvert, et c'est un public qui est prêt à entendre ce genre d'histoire aussi. Oui, mais justement, le fait que ce soit diffusé dans d'autres festivals qui ne soient pas orientés sur la thématique LGBTQI+, ça peut aussi, ils peuvent aussi en parler autour d'eux, ça élargit la cible, ça touche plus de gens. Et donc je pense que tout moyen de diffusion, parler de Netflix ou autre, tout moyen de diffusion est bon. Après, l'inconvénient de Netflix, c'est vrai que ça permet d'atteindre un public qui ne serait pas rentré dans un cinéma pour les causes que vous avez évoquées, mais maintenant ça reste un public directement concerné et ça ouvre pas sur un public plus élargi. C'est ça qui peut être... Alors, c'est bien pour la vie du film, mais pour le réalisateur, mais par contre on n'arrive pas à aller percuter un peu les gens dans leur conscience et dans leur... Moi, je pense que ça permet quand même à des gens de se laisser tenter, d'aller voir, d'aller doser. Moi, je sais de Lucas Dont que Girl, par exemple, qui est sorti que sur Netflix aux États-Unis, ça a vachement bien marché sur Netflix. Alors que c'est un film sur un ado trans, c'est pas le sujet le plus sexy du monde pour un hétéro qui s'y intéresse pas. Girl, il est sorti. C'est où, c'est en Angleterre qu'il est sorti? Parce que moi j'ai un ami russe en fait, qui habite à Moscou, qui m'en avait parlé de ce film. Mais il est sorti dans le monde entier, mais aux États-Unis, c'est Netflix qui l'a acheté, donc il a été distribué que sur Netflix aux États-Unis. Mais ça a cartonné. Quand on essaie de voir la répartition en France géographique des grandes villes, bon, depuis 15 ans je suis sur Perpignan, Montpellier et Toulouse. C'est vrai que Carcassonne vient de développer 2 festivals, mais celui du festival du film politique. Et certains que c'est les grandes villes. Hein. Alors, on perd la notion en fait de la zone après, parce que dans ces films du festival politique ou animalier, je pense à un tout petit village, Minigout, mais qui est très spécialisé dans le festival animalier en ce qui concerne les oiseaux. Et pourtant, il attire en Charente, c'est le festival de Cannes des oiseaux. Donc, une petite ville comme ça, alors on rêve ça fait rêver, en même temps d'un festival dans les villes moyennes, disons, préfecture comme Carcassonne, comme des remparts. Mais en même temps, cette pénétration, je reprends le mot, dans tous les festivals, de cet aspect justement LGBT, trans, aussi maman, en fait, qui a fait avancer. Et est-ce que ces grandes villes n'ont pas, quelque part, fait avancer aussi vers le tout public, on en discute aussi à Carcassonne et dans les campagnes, de la cause, entre guillemets, de la transsexualité et aussi de l'homoparentalité. Parce qu'on voit arriver... Ouais, dans ce que je décrivais comme la normalisation, effectivement, l'homoparentalité, les familles, les nouveaux modèles de famille, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Ouais. Mais moi, je reste convaincu que malheureusement, les festivals LGBT s'adressent à 95%, enfin, ont un public à 95% déjà convaincu et acquis à la cause. J'allais dire ça, c'est que on parle là du prix public de Ciné España, Ciné Latino aussi, Temblores, tout ça. Ouais. Ok. Mais moi, quand je regarde les salles de Diam, je vois des gens que je reconnais et c'est toujours les mêmes spectateurs. Ouais. Et ça, je trouve que c'est quand même dommage qu'à un moment, il n'y ait pas un décloisonnement là-dessus aussi et que le public hétéro, ils ne viennent pas aussi dans un festival LGBT. Quoi. C'est bien qu'il apprécie les films LGBT, mais ça serait bien aussi qu'ils soutiennent en venant dans les festivals LGBT. Et là, pour l'instant... il y a peut-être des trucs à réfléchir pour les attirer. C'était mon expérience cette année et je trouve qu'on rame un peu encore là-dessus. Après, là au Gaumont, je trouve qu'effectivement, alors là aussi c'était porte d'entrée, est-ce qu'on reste sur des cinémas d'art et d'essai, est-ce qu'on reste sur là, sur la contrat avec le Gaumont. Le Gaumont, je trouve qu'il y a un public que moi justement j'ai pas vu, et pour Tally to the Beats l'autre soir là. Tally to the Beats, il y a un partenariat avec Airbus. Ouais. Alors peut-être que ça y joue aussi. Mais là, c'était un couple de retraités hétéros. Tu parles d'un groupe sur une salle. Non, mais ce que je veux dire, Anne-Cat, c'est que même s'il n'y a qu'un couple, c'est déjà, me semble-t-il, une ouverture. Et après, il y en a un, parce que j'ai échangé avec eux à la fin du film, il y avait peut-être d'autres personnes aussi qui étaient. Je pense que des fois aussi, le lieu de diffusion permet aussi à des gens de se dire, tiens, pourquoi pas. C'est une porte d'entrée, parce que quand on va au Gaumont,
y a plein de salles de cinéma. Donc par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, on prend un billet, mais on ne sait pas forcément, on croise quelqu'un qu'on connaît, on ne sait pas forcément pour quel film on y va. Donc déjà, ça peut un peu ouvrir pour ceux qui sont plus timides, on va dire ça. Et après, il y a le festival Diam de région, c'est aussi un peu le but, c'est d'aller, vous parlez de Carcassonne, mais c'est d'aller, on va à Mirande, on va à Mirepoix, cette année il y a Lavelanet, donc on va effectivement dans des régions qui sont plus reculées, et peut-être qu'on peut atteindre un public, ils vont se dire, tiens, il y a un film au cinéma, parce que je ne sais pas quelle est la fréquentation de ces cinémas, hein, mais en tout cas, peut-être qu'ils vont se dire, tiens, il y a, je ne sais pas si ça fonctionne tous les jours ou pas, on peut y aller, et puis, tiens... voilà, c'est augmenter les chances en fait. Il faut souligner l'importance du travail à la fois des festivals LGBT, parce que je crois qu'il y en a quand même pas mal en France qui se battent et qui arrivent à maintenir les festivals, alors qu'on sait très bien que ça reste très très compliqué, et aussi des exploitants indépendants notamment, qui sont confrontés à des choix parfois cornéliens, et qui, je trouve, dans ce pays, ont quand même souvent le courage de programmer des petits films, des films d'auteur, des films... expérimentaux, des films LGBT, donc on a quand même une chance, faut qu'on mesure notre chance, quoi. On est le seul pays au monde où on puisse aller voir autant de films en salle. Ça, il suffit d'aller en Allemagne, en Angleterre en ce moment, les salles disparaissent les unes après les autres, il n'y en a quasiment plus. Donc c'était encore les deux pays où, avec l'Italie et l'Espagne, c'est les 4 pays où il reste encore un peu des cinémas, mais c'est fini. Il n'y a qu'en France qu'on a autant d'écrans, il n'y a qu'en France qu'on a autant de possibilités de choix de films. Je me suis retrouvé piégé. J'interviewais un réalisateur roumain et je lui ai posé la question la plus conne du monde. C'est que je lui ai demandé comment avait été reçu son film lors de sa sortie en Roumanie. Il m'a regardé, il m'a dit, mais il y a 2 salles en Roumanie. Les 2 à Bucarest. Voilà. Et en Tunisie, il y a 2 salles. C'est des pays où c'est fini le cinéma. Du coup, on se retrouve confronté entre 2 choses. C'est que d'un côté, vous parliez de Girl qui a été racheté aux États-Unis par Netflix, et donc du coup, aucune diffusion en salle, c'est ça? Donc quelque part, il enlève la possibilité de le voir parce que tout le monde n'a pas Netflix. Par exemple, je ne l'ai pas. Non, mais aux États-Unis, ils ont tous des portables. Oui, mais je veux dire, c'est ça, c'est parce que dans certaines zones reculées, ils ont accès à Internet aussi facilement. Donc on supprime une vision, mais il n'y a pas de salle. Il n'y a pas énormément de salles non plus aux États-Unis. Il y a des malls, il y a des grandes salles comme ça, mais où on va avoir plutôt les Marvel, mais tout ce qui est indépendant, des salles indépendantes, ça en fait ça n'existe pas. Il y en a quelques-unes à New York, il y a quelques-unes à Los Angeles et à San Francisco. Mais après sur le reste du territoire, il n'y a pas. Du coup, c'est pareil, on va se retrouver dans la confrontation entre un réseau internet en fait qui choisit ce qui diffuse et qui reste du coup, je dirais, ce que je veux dire c'est que bon, alors ok, ça permet dans ces pays-là peut-être un accès, mais est-ce que l'effet pervers, et en France peut-être, est-ce que ça ne va pas accentuer cette fermeture de salles que pour l'instant on arrive plus ou moins à sauver, quoi? Moi je crois pas, je crois que c'est des canaux différents et on le voit, c'est quand même incroyable, mais là il y a... L'un n'empêche pas l'autre. Ouais, le film de Noah Baumbach, la Marriage Story, qui est sorti que sur Netflix, je crois que c'était le mois dernier. Il y a eu 2 projets à Paris, les gens se battaient pour avoir des places, alors qu'ils pouvaient le voir chez eux sur leur télé. Pareil pour le Scorsese, ils ont fait une projection dans une salle à Paris de The Irishman, les places sont parties en 1 heure. Donc c'est juste un truc de chronologie des médias, je pense qu'il faut que la France assouplisse cette chronologie des médias, qu'on puisse sortir un film en même temps en VOD et en même temps en salle sur certains territoires, ça serait complètement adapté à des films, justement, des films du milieu dont je parlais, qui ne peuvent pas trouver d'écran, par exemple, sur une région, et qui pourraient tout à fait sortir en VOD dans cette région-là. Parce qu'on peut le faire. Alors ça c'est marrant parce que on s'éloigne un peu là du sujet, mais on va quand même revenir. Non, parce que c'est une discussion qu'on a eue hier justement avec la CID, qui a une autre approche et que je partage, j'avoue que je partage aussi. C'est que c'est pas tant une question de chronologie des médias, c'est que finalement le problème c'est la concentration de très peu de films, de très gros films sur beaucoup d'écrans. Il y a ça aussi. Parce que ça prend beaucoup de place, par rapport à des films plus petits qui pourraient avoir aussi une vie sur les écrans et qui n'empêcheraient pas ensuite une exploitation VOD, DVD, etc. quoi.
enfin même si la VOD prend vraiment largement pris le dessus là on est plutôt dans la dématérialisation, ouais. Mais la salle quand même reste, en tout cas dans la culture française, ça reste quand même un moment très important parce qu'il y a aussi cette idée du partage aussi dans la salle, et c'est vraiment pas la même chose quand on voit un film, ne serait-ce déjà que les conditions, le grand écran, le son, on se met soi-même en condition, enfin ça dépend peut-être des générations, mais normalement voilà, on coupe son téléphone, à un moment donné on rentre dans une bulle, ce qui est peut-être pas vrai aujourd'hui pour toutes les générations, mais et c'est une expérience à la fois individuelle et collective. Et ça c'est quelque chose qui reste très important. Si on en revient à notre sujet de base, ouais. Vraiment, le cinéma LGBT s'est développé grâce au DVD, vraiment, parce que, une fois de plus, c'est des cinémas, c'est des films que les gens préféraient voir chez eux. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis que les réseaux, Netflix et tout ça vont être un levier énorme dans les années à venir. Mais peut-être que justement, parce que c'est la question, enfin je voulais en revenir, parce que ce que disait Anne-Catherine, je trouve que c'est très... c'est au cœur, c'est vraiment au cœur de notre rapport au cinéma, c'est la question vraiment du public. C'est-à-dire qu'on dit il y a des films qui sont queer ou LGBT qui sont montrés dans des festivals, dans des grands festivals ou des petits festivals, et je veux dire, et le spectateur, peu importe sur l'orientation sexuelle, va voir un film et peut vraiment le goûter. Et autant il y a quand même un côté rassemblement, me semble-t-il, hein, et tu me corriges, mais dans les festivals LGBT, qui fait aussi que une population qui ne se sent pas forcément d'aller en salle, se sent en confiance, c'est-à-dire on ne va pas être stigmatisé. Donc ça, déjà, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une victoire. Mais effectivement, maintenant, il faudrait que ce soit élargi et que on est hétéro. Et alors, il est où le problème ? Tu vas voir, voilà, tu peux aller voir des films. Alors ça, par contre, je ne sais pas comment on le travaille, mais il faudrait y arriver. Moi, je me rappelle quand on a, souvent les programmes qu'on montait ensemble pour le festival, cette programmation sur le cinéma militant gay et lesbien, je crois que ça manquait un petit peu de public. Alors, déjà d'un public LGBT et hétéro, quoi, parce que c'est pas un cinéma de l'exclusion. Justement, quoi, c'est tout le contraire. Donc, alors, je ne sais pas comment on peut arriver à travailler. Moi, je pense que là, effectivement, il y a quelque chose. Parce que c'est les mentalités. On parle de normalisation, mais on n'est pas encore. On n'est pas encore tout à fait. Je pense que c'est le vrai enjeu, à mon avis, du futur. Là, c'est qu'à un moment, on mélange les publics, qu'on garde une thématique qui construit un festival, mais qu'à un moment, dans le public, il y a tout le monde. Moi, quand je vais à Ciné Espagnol, je ne suis pas espagnol. Quand je vais à un ciné latino, je ne suis pas latino. Ouais. Donc, je ne vois pas pourquoi un hétéro, à un moment, il serait gêné ou il s'empêcherait d'aller dans un festival LGBT, quoi. Ou pourquoi ? Parce que c'est souvent aussi une question qu'on nous pose. Pourquoi il faut un festival LGBT ? Mais pourquoi pas ? C'est une thématique. Bon, est-ce qu'on se demande pourquoi il y a un festival italien à Toulouse ? Non. Ouais. On se dit, on va voir un film italien. Bon, alors pourquoi un film LGBT, pour certains, c'est se mettre à part? Non, c'est pas se mettre à part, c'est travailler une thématique. C'est pas pareil. C'est encore une fois de plus un problème très français, c'est que dès qu'on parle de communauté ou de communautarisme, qui est devenu un gros mot, on s'attaque aux principes fondateurs de la République. Donc ça reste très très problématique. C'est ça qui est étonnant, parce qu'il y a des festivals pour les films, pour les mathématiciens. Parce qu'à un moment, on aime bien se retrouver. Il faut savoir compter quand même. À un moment, à une intimité. C'est-à-dire se retrouver sur une thématique, le film des oiseaux en ornithologie, donc tous les spécialistes sont là, et puis ceux qui ne sont pas intéressés s'en vont. Donc c'est cette liberté-là. Mais que certains profitent de ces différences pour en faire des discriminations, c'est pas le cas. Certains, évidemment, politiquement, vont mettre des injustices et des inégalités, et c'est ça le communautarisme. C'est-à-dire qu'au-dessus, il y a une communauté qui ne va pas bénéficier des mêmes droits que les autres, femmes, etc. Mais à un moment, c'est bien de se remettre en question, parce que ça montre qu'on n'est pas dans cette dynamique-là. On n'est pas à dire on se retrouve pour rétablir plus de droits ou moins de droits.
autant de droits, mais les différences sont là. Et ça nous renvoie à ce qui est bien de se retrouver ensemble sur une thématique, que ce soit les mathématiques ou les oiseaux ou la nature ou LGBT, quand c'est dans un contexte de liberté. Et le côté militant, bon, il est encore là, dans certains pays, pour faire avancer les droits, parce qu'il y a les inégalités, il y a même des persécutions. Et toutes ces dimensions sont là, elles sont là, on les vit. Et enfin, on n'a pas parlé de deux gros blocs qui représentent plus de 2 milliards d'habitants, 2000 millions, qui est l'Inde et la Chine. Vous avez des signaux du côté chinois. L'Inde, c'est énorme, il y a des salles de partout. Bah, l'Inde, c'est le premier producteur mondial de cinéma. Donc, nous, on n'est que troisième. Hein. Il y a l'Inde, les États-Unis et la France, ce qui est quand même pas mal. Mais l'Inde, oui, il produit énormément de films. Mais bon, l'Inde, c'est un pays qui vient à peine de dépénaliser l'homosexualité. Je crois que c'était il y a quelques semaines. Et puis qui a un cinéma très très particulier quand même, qui est le cinéma de Bollywood, qui est sur un modèle, une recette à appliquer à chaque film. Donc, c'est des films qui durent 3-4 heures avec tant de chansons. Les chansons sortent avant, comme ça les gens quand ils viennent dans la salle, ils connaissent déjà toutes les chansons par cœur. Enfin, c'est assez exceptionnel d'aller au cinéma en Inde, je vous le conseille. Ils font les chorégraphies entre les rangées et tout, enfin, c'est génial. Mais c'est une culture très particulière. Alors il y a un cinéma indépendant indien qui commence, il y a des petits films qui ont marché chez nous, comme The Lunchbox, ou des films comme ça. Des films un peu indiens, qui sont plutôt intéressants. Il y a quelques films qui commencent à toucher au sujet de l'homosexualité. Je crois qu'il y en a eu un ou deux ces dernières années en Inde. En Chine, c'est pareil. Il y a aussi l'émergence d'un cinéma indépendant qui permet de parler de ces sujets-là. Il y avait notamment un film à Berlin, un dernier film chinois, je me souviens plus du titre. The Moon, quelque chose, qui était un film chinois vraiment intéressant sur toute une saga familiale avec un personnage de père homosexuel qui était vraiment hyper intéressant, qui était un film chinois. Enfin, il y a des choses qui sortent. C'est assez rare, mais il y a des choses qui sortent. Ouais, pardon, si je peux me permettre pour revenir, parce que du coup, je me demande, par rapport à ce que vous disiez, justement sur cette question de public et est-ce qu'il n'y a pas encore dans l'idée que finalement un festival consacré à un cinéma LGBT, c'est encore une question politique. Enfin, c'est vraiment ça, parce que du coup c'est pas du tout la même chose, comme tu disais, au cinéma italien, on se pose pas la question, mais même un festival sur le cinéma ornithologique ou mathématique, on se pose pas la question. Là, ça veut dire que quand même c'est politique, c'est-à-dire qu'un public non LGBT se dit que finalement c'est pas pour lui parce qu'on va traiter de questions LGBT, alors que c'est beaucoup plus ouvert que ça. Il me semble que du coup il y a un wagon de retard non, on a 15 ans de retard. Ouais. Mais moi j'ai un petit élément comme ça qui peut être une preuve de ce que vous avancez, on voit que même dans le milieu du cinéma on est là. Parce que le logo de la Queer Palm, il n'est jamais sur les affiches des films qui gagnent la Queer Palm. Ah ouais. Et ça veut dire que du coup... Ça veut dire que les distributeurs, ils flippent, ils se disent « Ah bah non, on va pas mettre ça. » Ouais. Alors, c'est pas vrai, il y en a qui l'ont fait. Hein. Il y a eu 10 films primés depuis 2010, il y en a la moitié qui ont vraiment mis le logo sur l'affiche. Même pour l'Inconnu du lac, ils ont même déchiré les affiches imprimées, ils ont refait les affiches avec le logo, etc. Parce que le film sortait en juin, juste après. Mais c'est une discussion que j'ai avec les distributeurs chaque année qui disent « Non, on préfère pas, on veut pas que les gens croient que c'est pas pour eux parce que on est encore dans ces explications. Il y a certains réalisateurs aussi qui veulent pas être enfermés dans les réalisateurs dans le milieu LGBT. Ils n'ont pas trop leur mot à dire là-dessus, enfin sur les affiches en tout cas. Mais c'est vrai que il y en a certains qui, Almodovar par exemple, refusent que les festivals LGBT. Xavier Dolan à un moment, non, il disait ça aussi. Chantal Akerman, elle refusait d'être à Cinéfab. Festival lesbien et féministe, elle a toujours refusé. Almodovar refuse que ses films aillent dans les festivals LGBT. Parce qu'elle ne voulait pas être édictée. Xavier Dolan aussi. Xavier, il en a fait quelques-uns. Il en a fait, mais il me semble qu'à un moment donné, il ne voulait pas que son film... Il ne voulait pas que ça soit enfermé dans cette... soit enfermé, il me semble. Oui, mais il a grandi. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit en fait, j'ai 30 ans maintenant et j'ai tout compris.
Mais c'est vrai, il était très jeune, hein, donc c'était compliqué pour lui. Alors c'est étonnant parce que le public il court après plein de réalisateurs de films. Bon, ils sont connus bien sûr, c'est bien ces petits films que personne. Mais que ce soit Almodovar, Amenabar, Téchiné, Christophe Honoré, bon, qui font des films, même sur la thématique très souvent LGBT. Et c'est des réalisateurs. Et alors je vais revenir simplement sur ce que disait Anne-Catherine. C'est vrai que bon, moi je fais des festivals et ça m'est très difficile d'amener. Je vais faire plein de festivals avec des amis. Le seul festival qu'ils ne font pas, c'est ce festival LGBT. Et alors, des images homo. On a un peu ce que vous disiez, Franck, cette peur que ce soit politique, je ne sais pas, c'est très difficile. Ils vont aller voir le film à Ciné Espagnol, ils vont le voir en Amérique latine, ils vont le voir dans un autre contexte, mais à Clap Africa par exemple, mais c'est difficile de les amener. Voir un débat même. C'est là que ça confirme cette idée que c'est encore politique. C'est-à-dire qu'on parle de... Tout à l'heure on parlait de normalisation. En fait c'est un bien grand mot. En plus je suis pas sûr que ce soit un très joli mot. Mais bon. Ouais mais c'est le mot. C'est les Américains qui l'ont employé. Mais la normalisation elle existe vraiment dans certains pays. En France, on a, je le disais, 15 ans de retard. Ouais, c'est ça, on n'est pas encore... Sur les pays les plus avancés, on a 15 ans de retard. Donc moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait très peu d'hétéros qui viennent dans les festivals LGBT. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'en plus, ça veut dire quoi, les festivals LGBT si les festivals LGBT étaient soutenus politiquement, s'ils avaient des gros moyens, ils pourraient attirer un grand public. Hein. Si vous aviez un super budget de communication, 3 attachés de presse et... Même si certains élus se déplaçaient au moment des cérémonies, bon, les élus, on s'en fout, ils servent à rien, mais... Ce serait déjà quelque chose. Disons que c'est pas les élus qui ramènent... Non, mais si vous aviez... C'est la représentation aussi de l'État et d'un représentant élu par le peuple. Ouais, mais et c'est vrai que... Quand on a des budgets, quand on a des gros budgets et qu'on fait venir des stars, les gens, ils viennent hétéros, PD, tout le monde sera. Et alors, est-ce que par exemple, je fais comme ça, mais tu vois, contre-exemple, d'inviter par exemple un ou une cinéaste hétéro dans le cadre d'un festival LGBT et qui, je sais pas si ça peut, je sais pas si ça a du sens. C'est les acteurs et les actrices qui font venir du monde. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, on suivra le conseil. Non, je sais pas un conseil. Non, mais un acteur. Ah oui, forcément. Justement, les enjeux, on en est là. S'il y a encore cet aspect politique, c'est peut-être qu'il va s'effacer, on souhaite. Normalisation, il est là aussi. Et donc, quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est qu'ils sont tous là. Y compris ceux qui ont le luxe de se passer des festivals LGBT. C'est un luxe parce que, évidemment, ils ont une audience qui dépassent largement et qui ne veulent pas être, entre guillemets, ghettotisés. On peut le prendre comme ça, puisqu'ils ont une audience qui est nationale. Maintenant, l'enjeu à Toulouse, exemple, la capitale occitane, Montpellier, Perpignan, d'un festival LGBT, c'est qu'il y a aussi des enjeux au niveau des droits. Donc on débouche automatiquement sur la défense de ces droits. Et Carcassonne a eu un maire homosexuel ouvertement, alors que ce n'était pas encore la mode. La mode. Oui, c'est ça qui est étonnant. Les enjeux sont là, ils sont tous là, y compris sur la défense des droits, y compris ici même en France, parce qu'il y a encore du chemin à faire. Mais ça prend d'autres formes. C'est plus la forme qu'on connaissait, nous, dans les années 70. C'était le démarrage, le début dans les années 81, après 70 emprisonnement, 80, c'est tout récent, la dépénalisation. Et donc, si on en discute là ensemble, surtout en Occitanie, c'est cet ancrage des festivals dont on souhaite qu'ils continuent au présent et à l'avenir, parce que et de pouvoir justement discuter au présent, mais dans les années à venir, est-ce que l'enjeu politique va disparaître? S'il est là, c'est qu'il sera encore, qu'il aura la raison d'être des festivals LGBT. Il disparaîtra quand, je veux dire, quand il n'y aura pas... exactement, quoi. Enfin, quand ce sera vraiment rentré une égalité dans les têtes. Vraiment, du coup, la question ne se posera plus et ça ne sera plus question de politique. Enfin, il me semble. Moi,
je pense qu'on est encore, enfin ça revient encore à la même chose comme la domination masculine, voilà, on imagine très bien une femme qui puisse s'identifier à un homme à l'écran de la même manière que l'inverse, du coup, n'est pas vrai. Et donc dès qu'on fait un film un peu sur les femmes et tout, ou même une héroïne féminine, tout d'un coup la salle est remplie de femmes. Hier j'étais, enfin bref, peu importe. Et pareil pour la cis-hétéronormativité, je sais pas, on imagine très bien des personnes LGBT s'identifier à l'écran avec des gens hétéro-cis, mais l'inverse, tout d'un coup on se dit ah non, je me sens pas concernée, je vais pas pouvoir m'identifier. Donc c'est encore ce problème à mon avis, de cis-hétéronormativité. Après, ça se mord un peu la queue, parce que si on ne va pas voir, ou si on ne sont pas représentés des gens qui queer, on ne pourra pas, ces éléments de représentation, voilà, et d'identification. C'est vrai que les gens aiment rester dans leur zone de confort quand ils vont au cinéma. Donc dès que tu leur mets des personnages qui ne leur ressemblent pas, ils sortent de leur zone de confort. Donc s'ils ne sont pas entraînés par quelque chose de plus fort que ça, effectivement, ils n'y vont pas. C'est... Ouais, je sais pas, parce que... Il y a un problème moi qui m'intéresse beaucoup, mais qu'on aborde peu, c'est ce qu'on appelle les minorités. C'est-à-dire que c'est vrai que l'homosexualité, on le vit, les gens le vivent plus ou moins bien, mais il y a des personnes qui, par leur milieu, ne peuvent pas. Si vous amenez, imaginons qu'on envoie à la MJC du Mirail, par exemple, je ne sais pas, un film LGBT, qui est des jeunes du Mirail, homosexuels, qui ne veulent pas. Est-ce qu'ils vont aller voir le film là? Vous voyez? Parce qu'on parle, il y a quand même beaucoup de gens qui ne peuvent pas parler encore de leur... Or, c'est vrai qu'elle a évolué, mais pas... Si un gitan est homosexuel, il ne peut pas le dire. Voilà, il va avoir des difficultés. Non, alors, en plus, il est rejeté. Comme on fait actuellement beaucoup d'amalgames par rapport à la communauté musulmane, beaucoup d'homosexuels, quand même, il faut le dire, pas dans cette salle, mais sont quand même... par problème certainement, mais contre cette communauté, parce qu'ils font un amalgame, tous les musulmans, il n'y a que des délinquants, ils ne nous aiment pas, etc. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Or, certaines personnes ne pourront pas aller voir dans certains lieux ces films. Voilà pourquoi ils les verront sur Netflix. Moi je connais une personne qui m'a dit, moi je ne peux pas aller voir, en tant que musulman, je ne peux pas aller voir un film dans telle salle. Oui, c'est pareil que le type qui ne veut pas aller dans son village parce qu'il ne veut pas être reconnu par la boulangère. On est dans le même ordre d'idée. Ça a plus évolué. Je crois qu'en France, quand même dans les villages, je pense qu'actuellement, il y a quand même il y a des problèmes parfois, mais bon, on sent quand même que ça a quand même évolué. Il y en a qui sont devenus maires tout en étant... Oui, ce qu'il faut suivre, c'est surtout les statistiques sur les agressions homophobes qui ne cessent de grimper. Comme la communauté gitane, musulmane, en fait, on l'appelle communauté. Il y a des gens qui ne peuvent pas, C'est le verre à moitié vide, c'est le verre à moitié plein, ça dépend de ce qu'on veut voir. Un peu dans le milieu bourgeois toulousain, ça existe aussi. Je connais quelqu'un qui est marié avec des enfants et qui, l'autre jour, à la soixantaine, me dit en fait, j'ai raté ma vie parce que j'ai jamais pu assumer. Et voilà, c'est... du bourgeois. Mais je pense qu'il y a une nouvelle génération qui va, à mon avis, tout faire pour éviter de reproduire ce genre de schéma. Je pense qu'on a quand même... Même dans la génération de tradition, qu'il n'y a pas des problèmes entre les communautés. Parce que voyons quand même actuellement, généralise non plus. Oui, mais toute l'histoire de l'homosexualité, ça a été des individus qui sont sortis de leur communauté pour pouvoir vivre leur vie. Donc ça, c'est pas nouveau. Moi, j'ai lu un reportage quelques années quand même, sur un Indien qui vit dans la communauté indienne, qui va à Montréal, qui vit dans les réserves indiennes, et qui ne peut pas vivre, bien sûr, dans son homosexualité, qui va à Montréal et qui a été refusée en tant qu'Indien par la communauté homosexuelle de Montréal. Vous voyez, il faut aussi que les personnes puissent s'ouvrir, c'est difficile des fois, mais s'ouvrir la peur de l'autre, la peur de la culture. Regardez au Marais il y a quelque temps, quand Marine Le Pen a fait je ne sais pas combien de voix, parce que c'est vrai qu'il y avait des délinquants qui venaient agresser les gays à la sortie des boîtes et tout, et c'est cette peur. Et moi, ce qui me fait peur maintenant, c'est que les communautés vivent de moins en moins ensemble. Moi aussi j'ai peur parfois, je vais faire attention, si je vais draguer par exemple, parce que parfois je vais, mais c'est vrai que c'est dommage, et ça je trouve que c'est un peu en régression. Alors par contre le cinéma est intéressant parce que justement pour ce festival on voit quand même des gens, on les sort des films qui traitent des minorités, voilà, le film le dernier c'était Le choix d'Alex par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu.
où il est à la fois homosexuel, mais il ne peut pas, son choix entre sa famille, il veut retrouver sa famille, mais sa famille musulmane l'a rejeté parce qu'il était homosexuel. Et voilà. Mais ça, c'est des problèmes qui m'interpellent beaucoup plus que le problème de tout le monde maintenant, où il y a quand même une évolution, enfin je trouve pour le français lambda, excusez-moi d'employer ce terme, il y a quand même une évolution par rapport à... Il y a peut-être évolution, mais moi qui suis prof et qui fais les projections scolaires, bon, la semaine dernière on a passé Rafiki. La séance elle n'a pas été silencieuse, il y a les garçons qui ont bien parlé au fond de la salle, à la fin ils ont sifflé et les filles ont applaudi. Donc ben voilà, on voit ce qu'on veut voir. On peut voir les filles qui ont applaudi, mais on peut voir les garçons qui ont résisté à ce film, mais qui sont restés dans la salle, c'est vrai. Il y a 10 ans j'ai amené des classes voir Harvey Milk et j'ai un élève qui a dit je reste pas à regarder cette merde et qui est parti de la salle et j'ai pas pu le retenir. Donc après on peut toujours dire qu'il y a du mieux, mais on peut pas nier qu'il y a encore quand même une résistance homophobe, il y a encore des clichés et que passer des films c'est pas si simple que ça. Et qu'il y a des gens qui refusent de les voir. On ne peut pas ça existe. Mais moi je veux dire le contraire. Quand j'ai vu en séance scolaire l'an dernier à Cinespagnol, Carmen et Lola, c'était des jeunes de 14-15 ans, il y a eu quelques garçons. Je travaille à un lycée professionnel. Lycée professionnel, c'est un type de public. Mais bon, hein. Moi je travaille à un lycée professionnel, c'est un type d'élève. Oui, voilà. Mais ça ne touche pas de mener la classe. Sortir de sa zone. Peut-être sincèrement, ça serait autre chose. Donc on a une caverne. Quand on sort de sa zone de confort, il y a des risques. Ceux qui ont le courage de le faire sont à même de décrire les obstacles. Avec Breaking the Wall, il y a des murs. Et on monte les Pink Floyd, on voit comment ces murs sont détruits, comment les murs et d'autres murs se reconstruisent. Alors, c'est bien dans les films LGBT, parce qu'il y a tout cet aspect-là, et tant qu'ils se maintiennent, c'est qu'il y a des murs en face. Ces murs, la crainte de les démolir, c'est sortir hors de sa zone de confort et se mettre quelque part en danger. Donc, quel est le meilleur moyen de se mettre en danger sans trop de risques? C'est bien encore la culture et les films. Et puis les films sont des armes pour essayer de se sortir justement de son milieu. Je ne connais pas d'LGBT armé. Est-ce que, parce qu'il est déjà assez tard en fait, pour se ménager peut-être une petite demi-heure avant la séance à 19h. Est-ce qu'on peut parler rapidement de ce qu'on va voir ce soir quand même quoi, parce que là c'était passionnant, mais là on est parti un peu loin du cinéma, mais bon, mais c'est bien, c'est ça qui et du coup voilà le nouveau queer quand même, parce que voilà, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Donc oui, en fait quand on a discuté de cette soirée pour savoir ce qu'on voulait programmer, moi j'ai pensé effectivement à ces deux films parce que en gros j'avais déjà réfléchi à la question l'année dernière parce que j'étais programmateur invité pour Écran Mixte à Lyon, et j'avais fait un focus donc que j'avais appelé Novo Queer Cinema, qui était l'idée de parler d'un cinéma émergent au Brésil en se basant sur ce qu'on a appelé dans les années 90 le New Queer Cinema, parce qu'il y a un lien entre les deux en fait. Le New Queer Cinema dans les années 90, c'est des gens aussi divers et variés que Greg Araki ou Derek Jarman. C'est une période du cinéma queer, donc on sort de quelques années de Thatcher en Angleterre et quelques années de Reagan aux États-Unis. Donc c'est vraiment un moment d'affirmation très très forte des LGBT dans ces pays anglo-saxons qui sont quand même un peu moteurs en termes de cinéma aussi. Et ces réalisateurs créent vraiment un nouveau langage pour parler de leur sexualité. On a un cinéma, donc ce qui a été baptisé par une universitaire qui s'appelait Bay Ruby Rich, qui a donc inventé ce terme de New Queer Cinema. Et c'est effectivement un cinéma très politique où le propos politique passe par l'expérience de la minorité, par l'expérience d'une vie minoritaire. C'est mettre en avant le corps, c'est mettre en avant la sexualité. Je rappelle qu'en début des années 90, on est en pleine hécatombe, c'est vraiment la phase de l'hécatombe en termes de mort du sida. Donc vraiment le sida est au premier plan, donc tout ce qui a trait au corps parle à la fois de désir, de plaisir et de danger. On est vraiment dans Eros, Thanatos, enfin voilà. Tout le New Queer Cinema s'est organisé autour de ça dans les années 90. Et l'idée c'était de voir que dans les années, depuis 2017-2018 au Brésil,
Donc ça, c'est pas après Reagan ou après Thatcher, là c'est avant Bolsonaro en fait. Il y a eu dans le cinéma queer brésilien, ils ont senti tourner le vent en fait. La violence commençait avant l'élection de Bolsonaro, donc l'année dernière, la violence commençait à remonter contre les minorités, et les cinéastes ont senti ça venir de toute façon. Et c'est pour ça que l'idée c'était de faire vraiment un lien avec le New Queer Cinema, parce que ce mouvement du Novo Queer Cinema brésilien, il part aussi des expériences minoritaires, des expériences personnelles, des expériences identitaires, pour raconter la politique, pour raconter la façon dont le pays est en train de broyer ses minorités, d'autant plus maintenant avec un régime fascisant comme c'est le cas. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que les premières décisions de Bolsonaro au pouvoir au Brésil, ça a été de couper les vivres à l'agence, à l'Ancine, qui est l'équivalent du CNC au Brésil, et de notamment lui interdire de participer au financement de films à thématique LGBT. Purement et simplement. Donc le nouveau queer cinéma, on ne sait pas ce qu'il va devenir, on ne sait pas si on va avoir d'autres films. Je pense qu'il va y avoir pas mal de réalisateurs qui vont tourner ailleurs, qui vont se faire financer par d'autres pays, parce que effectivement, le cinéma brésilien a les vivres coupés, et encore plus le cinéma LGBT. Donc c'est vrai que les deux films que j'ai choisis pour ce soir en fait sont très très différents l'un de l'autre, et en même temps ils s'inscrivent tous les deux dans ce nouveau queer cinéma. Ils s'inscrivent tous les deux dans des expériences identitaires, dans des expériences minoritaires, et dans des croisements aussi d'expériences. C'est-à-dire que dans les deux films, il y a des personnages qui sont homosexuels, mais il y a aussi des personnages racisés, donc on voit vraiment l'intersection de la façon dont les minorités, quelles qu'elles soient, sont très maltraitées en ce moment au Brésil. Dans les deux films, aussi un autre point commun, c'est que la société apparaît de façon assez lointaine. On vit vraiment l'expérience avec les personnages centraux. Je dirais que la société apparaît à travers des regards un peu diffus, un peu absents, un peu extérieurs à l'action. C'est un peu le point commun entre les deux. Mais sinon, donc, le premier Tinta Bruta, donc Heart Paint dans son titre international, c'est vraiment à travers un portrait, le portrait d'un jeune garçon solitaire, qu'on va comprendre ce que c'est que cette expérience de la minorité au Brésil en ce moment. Donc, tout un parcours de renaissance, on va dire, d'un personnage. Et puis, donc le premier film, donc, c'est un film assez sobre sur la forme, assez minimaliste, et en même temps, je trouve d'une richesse incroyable en termes de réalisation, notamment. Par des jeux très simples, des jeux de couleurs, des jeux de musique qui enrichissent tout à coup le propos pendant ce film. Et le deuxième, c'est un film qui joue avec les genres, mais aussi avec les genres de cinéma. Parce que Les Bonnes Manières, c'est à la fois une comédie musicale, un polar, un film d'épouvante, un mélo, un grand film d'amour, et un conte sur le ton du conte, effectivement. Mais c'est vraiment un hommage à tous les genres de cinéma. Et c'est aussi l'expérience de la minorité, alors là encore plus minoritaire, je vous dis pas tout, mais c'est vraiment l'expérience de la minorité vue une fois de plus à travers l'identité sexuelle, à travers l'identité ethnique et à travers l'identité venue d'ailleurs. Venue d'ailleurs, ou velue d'ailleurs même. Velue d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que vous allez aller voir les deux films, parce que c'est chouette. Merci. Oui, il faut les voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.